plus précisément de la voix en musique, de la voix chantée, et du son aussi plus largement. Donc oui, c'est quand même un vaste hommage à la musique qui m'accompagne, on peut dire depuis l'enfance. Il se trouve qu'il y a des musiciens dans ma famille et que ça m'est très familier. La compagnie des musiciens est une chose qui m'est très familière. Et j'avais envie de partager une sorte d'intimité avec le lecteur, de cette chose très particulière, de fréquenter des gens qui eux-mêmes ont un rapport très particulier à un instrument. C'est une chose très étonnante, très rare. Quand un instrumentiste n'a plus son instrument, il est un peu nu. C'est des choses dont j'ai pu être témoin, ou dans ma famille, ou dans le travail, puisqu'il m'arrive de travailler avec des musiciens comme dramaturge. Et c'est une compagnie et des présences, je trouve, très, très singulières. Et je m'étais promis un jour d'en parler et de partager ça, et de débarrasser aussi un peu le monde de la musique de ces atours, de beaucoup de choses qui le masquent, en fait, je trouve, parfois, ou qui en font une sorte de chose. C'est pris dans une chose sociale, parfois, qui, je trouve, fait un peu écran, en fait. Et donc je voulais comme ça m'approcher de près d'un corps de musicien. Et je trouvais amusant que ce ne soit pas une femme aussi, parce que voulant parler de la voix, je me suis documentée, j'ai lu beaucoup de vies de divas, et puis j'ai trouvé que justement il y avait un propos déjà très riche, important, et parfois aussi un petit peu folklorique, en fait, autour des biographies de divas. Et je me suis dit que ce serait beau que ce soit l'histoire d'une voix d'homme. Alors c'est une biographie imaginaire d'un musicien qui est d'abord pianiste, parce que aussi c'est une chose, on va dire, par souci réaliste, et souvent on chante assez tard en réalité, notamment les voix d'hommes. Il y a la mue et tout ça. C'est un instrument qui mûrit lentement. Et ça me plaisait de passer du temps d'abord avec un bon pianiste, mais qui découvre qu'il a une voix. Mais d'abord il est pianiste, et on passe du temps avec lui comme pianiste, et dans sa relation étrange à son instrument, à ses professeurs. Et puis après, on lui fait remarquer qu'il a une très bonne voix. Alors ça m'amusait aussi que ce soit comme une surprise pour lui, que ce soit pas une évidence, que quelqu'un l'entende pour lui, qu'on le lui signale, qu'on lui fasse travailler, qu'on le retire à son piano finalement, avec lequel il a un rapport très fort. Et je crois que c'est des choses qui arrivent, en tout cas ça me... soit pas une évidence. Voilà, c'est l'histoire à la fois d'un grand talent, mais qui n'est pas une totale évidence pour le premier concerné, qui est donc ce personnage qui s'appelle Gilles. Ça m'intéressait de parler de ces talents oui, dont on s'aperçoit un peu tardivement, qui sont presque vécus comme un handicap d'abord. C'est pour ça que, par exemple, donc Gilles, lui, au début, il est présenté comme un très bon pianiste, mais comme quelqu'un qui parle pas très fort, qui est plutôt en retrait vocalement, par exemple. Ça m'intéresse, c'est tous ces artistes, ces acteurs qui bafouillent ou qui bégayent, et puis qui, en fait, sur scène, tout d'un coup, sont magnifiques. Ou des écrivains qui ont de la peine à parler. Des talents, mais qui se manifestent par d'abord une sorte d'embarras ou de fragilité, comme si on avait un problème avec quelque chose. Et en réalité, c'est le lieu même d'un talent et de quelque chose qui, travaillé, devient très beau. Et Catherine Deneuve qui parle très vite, sa sœur aussi parlait très très vite, et puis c'est des choses qui étaient presque un handicap comme actrice. Puis en fait, c'est sa musique à elle, c'est ce pourquoi on l'adore, enfin sa voix. Et j'avais été très frappée aussi par des témoignages de Michael Lonsdale sur le travail de sa voix, et quelqu'un l'avait... Voilà, le fait que ce drôle de travail avec quelqu'un qui est le privilège à la fois des musiciens, mais parfois aussi des acteurs, mais ça me fascinait spécialement pour la voix, que quelqu'un vous fasse entendre vos propres voix, et surtout la révèle à vous-même au prix d'années de travail, d'exercice. Et j'avais envie qu'on entre dans l'atelier de la voix, parce que c'est vraiment quelque chose de très mystérieux, pour lequel j'ai une attraction, moi, très ancienne, en fait. C'est parti aussi d'une chose qui m'étonnait moi-même, qui, quand j'étais adolescente, j'ai eu des passions pour des voix. J'écoutais à la radio, j'enregistrais, j'allais à des récitals,
je faisais la queue très tôt le matin à l'opéra pour avoir des places parfois aveugles, pas chères, pour écouter des opéras, des grandes chanteuses et des grands chanteurs. Et c'est vrai que je m'étonnais moi-même, mais j'avais aucune espèce de... On m'y encourageait pas spécialement, c'était pas des choses de mon âge. Mais je suis revenue là-dessus, j'ai voulu en parler aussi, alors du point de vue de celui qui chante, mais aussi du point de vue de tout ce monde de gens qui se passionnent pour la voix. Ça va loin parfois. Et d'où dans le roman la présence aussi d'ailleurs de... On ne sait pas si c'est des admirateurs un peu pressants ou des ombres un peu angoissantes qui sont l'incarnation des démons du personnage, mais il y a tout un peuple, toute une... Enfin, il y a des figures comme ça qui suivent les voix parfois. Et moi, j'ai fait partie de ces... Très jeune, j'ai suivi des voix, je m'achetais des revues, je suivais les tournées de telle ou telle chanteuse pour savoir où elle allait chanter après Paris, si elle allait à Sydney ou à Santa Fe. Une attraction si forte, une fascination. Je me suis dit que là aussi, ce serait beau un jour que j'ai réussi à en parler tranquillement de ces... C'est un truc très amoureux, je crois qu'on peut tomber amoureux de voix, d'ailleurs quand on tombe amoureux parfois, la voix est une chose déterminante. Et voilà, je voulais revenir sur une chose qui m'a étonnée moi-même et qui continue à la fois de me ravir et de me troubler. J'adore certaines voix, et pas simplement dans le lyrique évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs Gilles se met à chanter en écoutant une musique pop à la radio, et donc voilà, je trouvais juste aussi d'inviter en fait toute la musique et pas d'établir de hiérarchie, parce que l'opéra est pour moi un lieu très privilégié, l'écriture pour la voix est sublime, mais on peut tomber aussi amoureux de voix qui chantent du rock ou de la pop. J'avais envie d'inventer en effet tous les noms des musiciens et des compositeurs. D'abord par goût du romanesque, de la fiction, de l'invention. Je trouve que inventer des noms, c'est un des grands plaisirs de l'écriture. Et d'autre part aussi parce que, pour avoir lu des fictions qui invitent la musique, parfois très réussies, mais je trouve parfois que ça crée une connivence très forte, trop forte avec un certain public, et que j'avais envie que chacun, en lisant, puisse projeter la musique qu'il est en tête, enfin et puis parfois c'est encombrant parce que quand on cite Mozart ou Bach ou des compositeurs, c'est tout d'un coup tout un monde qui s'invite et qui a une réalité comme ça, culturelle, et alors comme ça j'ai inventé des noms, ou alors j'ai déplacé des noms réels. Parfois là on m'a fait remarquer que je me rappelais même pas d'où ça venait, parce que parfois je consulte des listes par exemple de noms d'acteurs allemands ou bien italiens, et puis ça devient des noms de chanteurs, et puis comme ça il y a un Uli Lommel dans mon texte, et on m'a dit que c'était un acteur de Fassbinder, et c'est drôle parce qu'en fait il devient baryton dans mon texte. Je déplace comme ça d'un métier à l'autre, mais sinon oui, j'ai aimé inventer des noms qui fassent baroque, qui fassent mélodie française, 19e, qui fassent musique contemporaine, sans ironie, sans que ce soit une moquerie ou un pastiche. Et puis alors, cette rencontre de l'invention on peut dire une forme d'hyperréalisme comme ça. Alors l'hyperréalisme, pour moi, c'est notamment, s'agissant des corps, une façon de m'approcher comme une caméra qui zoome. C'est pour être au plus proche de la peau, de la gorge, d'éléments physiologiques, du souffle. Et puis c'est une façon j'ai besoin de partager une sorte d'hypersensorialité comme ça. Moi c'est mon grand plaisir comme lectrice, c'est tout d'un coup de sentir vraiment, d'être avec l'auteur dans des sensations extrêmement précises. Ça me semble la moindre des choses quand on écrit d'être précis, mais alors si on peut par moments vraiment avoir le sentiment réel qu'on entend, qu'on touche, ou qu'on est au plus près du souffle comme ça, je trouve que c'est la grande aventure du livre. Enfin c'est une chose enfin, à tenter, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comme un poisson frais on l'attrape comme ça, et on a c'est tout vivant dans la main. Et j'aime cette idée d'une capture,
et qui pourtant comprend de l'invention, je ne sais pas comment dire, mais que ce soit très physique. Or, il se trouve que spécialement là, le chant, c'est une aventure du corps, et si le corps n'est pas de la partie à tous égards, enfin tous les corps et tous les matériaux, et puis quand on parle du son, comment ne pas laisser les choses entrer en vibration. Voilà, donc pour moi c'était aussi une chose un peu expérimentale où il fallait que tout d'un coup, que ce soit le piano, qui est quand même une grande caisse de résonance pour une percussion, quoi, ou le corps qui est lui-même une amie chanteuse m'avait parlé de ça, le fait que le corps est un vasque résonateur en fait, comme on dit le masque, mais le corps tout entier, comme ça filtre le son. Et j'avais envie de placer le roman sous le signe de ces vibrations, ces ondes que sont les sons, et laisser tous les matériaux, les laisser être pénétrés, vibrés par ces ondes, et que du coup tout les merveilles du monde c'était beaucoup autour de la lumière et d'irisation, et là ce serait plutôt alors la question de que devient un son, mais de manière très physique et très physiologique, comment ça traverse une porte, et puis comment évidemment ça surgit d'un corps, sans être dans une chose trop médicale, organique, qui mettrait justement peut-être un peu à distance, mais voilà, un musicien, dans ce moment très étrange du cours de musique, de la leçon de chant, le professeur lui fait sentir les parties de son corps qui peut-être ne sont pas assez sollicitées, lui met la main dans le dos ou derrière le crâne. Ça, j'ai beaucoup observé des cours de chant, c'est une chose très très belle aussi qui est assez secrète, hein, qui fait partie de l'intimité du travail. Et j'ai voulu aussi rendre compte de ces moments-là qui sont assez peu connus, je trouve ça très très beau. C'est un peu comme une sculpture du corps qui doit à la fois créer et accompagner le son. C'est très étonnant, je trouve ça fascinant. Alors là, il y a une vocation, alors sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'il y a un talent réel qui apparaît dans un contexte familial donné, qui ne fait pas obstacle, mais qui n'est pas non plus dans la compréhension profonde de ce qui se passe. Donc, puisque le père de Gilles, la seule chose qui le ravisse finalement, il n'est pas si sensible que ça à la carrière que fait son fils, mais surtout il est content que son fils enfin soit entendu, qu'on puisse l'entendre, que lui qui parlait si bas, c'était un problème à l'école et à la maison, le faisait répéter tout le temps. Tout d'un coup, quand même, il a pris un peu de coffre, comme on dit. Voilà. Quant à la mère, elle a perdu la tête, mais elle aussi a un rapport un peu particulier aux voix. On peut dire qu'elle fait partie dans cette institution en Suisse. C'est une communauté qui a un rapport aussi un peu étrange aux voix. Elle entend des voix, elle parle toute seule. Enfin, alors, il y a dans cette famille, voilà, il y a des choses pas faciles, il y a de la compréhension ou du non-dialogue apparent avec quelqu'un qui aurait perdu la tête, mais par la musique, quand même, il y a comme des points de rencontre. Alors quelque chose spécialement avec la mère, à l'occasion d'un opéra où elle entend son fils, alors ça la calme, elle devient répétée. Alors à l'occasion d'un opéra, là soudain, c'est comme si elle entendait vraiment son fils. Alors c'est des moments forts, je ne sais pas s'ils sont mélancoliques, mais quelque chose peut-être d'une histoire familiale qui présente aussi une forme de tristesse, parce que c'est triste quand quelqu'un est devenu fou, mais par la musique quelque chose s'exprime, quelque chose les relie, quelque chose, elle entend son fils peut-être, vraiment à ce moment-là. En tout cas, elle trouve ça très beau. Alors, peut-être je ne parlerai pas de mélancolie, mais peut-être de consolation. C'est des contextes où par la musique, par un destin un peu exceptionnel, alors une forme de consolation arrive dans une famille. Mais je préfère parler d'histoire ou de vie. Qu'est-ce qu'on fait d'un talent, mais est-ce que c'est un destin? Je ne sais pas.
En tout cas, j'aime bien l'idée de qu'on puisse réussir et que ce soit pas placé sous le signe de, de la joie quotidienne, d'une espèce de destin un peu joyeux sur un mode un peu hystérique. Parce que pour avoir fréquenté des artistes ou des gens qui avaient comme ça un talent, qui ne sont pas forcément des artistes, ça peut être un artisan, en tout cas quelqu'un qui a pour lui quelque chose d'exceptionnel, c'est pas forcément facile. Et j'aime bien l'idée de voir comment quelqu'un traverse ou s'en dépêtre, en fait, fait avec une sorte de chose, un don, en fait. C'est ça, cette idée de qu'est-ce qu'on fait d'un don. Ça peut être un poids, c'est comment on le porte, comment on le déploie, comment on fait sa vie avec, et c'est sa vie affective aussi, comment on fait de la place à l'autre et tout ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai invité les astres, parce que je suis pas du tout une fanatique d'astrologie ou quoi, mais c'est un des lieux possibles de lecture de comment une chose va avoir lieu et va se déployer à un moment donné. Je fais manipuler à un des personnages du roman un éphéméride, ça s'appelle. Où tout est écrit en fait, le mouvement des planètes à venir, c'est une chose avérée. Mais alors, en lisant ça, évidemment, on peut l'interpréter. Et un talent, ce serait quelque chose comme ça. Il y a une chose presque physiologique, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont une prédisposition pour un talent, notamment pour le chant. Et qu'est-ce qu'on en fait, sachant que c'est un peu écrit comme ça dans le corps, qu'il y a une chose qui est là. Voilà. C'est pas forcément facile, c'est une drôle de chose, comment on l'apprivoise. C'est beaucoup d'histoires comme ça, d'apprivoiser des choses qu'on a ou qui vous arrivent, comment on compose en fait. J'avais envie que le personnage s'appelle Gilles et soit portugais par son père, enfin d'origine portugaise, parce que j'ai toujours été frappée par le son du portugais. Je trouve que c'est une langue très musicale, et donc et puis parce qu'il y a une communauté portugaise importante en France et dans la région où ça démarre, il m'intéressait de faire écouter à Gilles du fado comme voilà, un répertoire qu'on écoute en disque à la maison. Et je trouve que c'est un type de musique qui me touche particulièrement, peut-être aussi par justement cette pseudo-mélancolie, mais en fait qui est une sorte de capacité à accueillir quelque chose qui est entre la lamentation et le récit comme ça d'histoire, justement. C'est des destinées, je dirais, plutôt que des destins, qui ne sont pas forcément des choses entraînantes. Voilà. Et il y a du poids comme ça de la vie et des choses qui adviennent. Et je trouve qu'il y a une rencontre à la fois d'une forme de sensualité et de ces récits calmes, voilà, du fado. Je trouve ça très beau. Et donc il y a quelque chose du fado qui accompagne Gilles dans sa propre voix, peut-être dans sa façon d'avancer, dans sa propre histoire. Alors Gilles, tout talentueux qu'il soit, et malgré la carrière qu'il fasse, a des moments de grande dépression. Alors parfois c'est lié à des accidents, on peut dire presque vocaux, des productions qui se passent mal. Et c'est vrai que plusieurs fois dans le roman, il y a aussi parce qu'il a un ami japonais à Paris au conservatoire qui tout d'un coup a le mal du pays et puis il est pris d'une grande mélancolie, il rentre au Japon. Il se retrouve plus tard. Quelque chose relie plusieurs personnages, dont Gilles évidemment, autour du motif on pourrait dire d'une sorte de soleil noir comme ça. Donc c'est à la fois quelqu'un de très solaire mais qui a des moments comme ça d'éclipse. Et ça peut durer, voilà, il y a des moments, et je crois que ça me plaisait pareil que ce soit pas une carrière tout d'un trait qui aille tout de suite vers des sommets sans accident, aussi parce que je crois par souci de réalisme, et puis aussi je me dis que ça permet aussi de ralentir c'est des moments de réflexion sur son art aussi, il se demande si vraiment ça vaut le coup, s'il va
s'il va tenir, s'il est fait pour ça, c'est des épreuves. Alors ça me permet comme ça d'écrire un roman, on peut dire, de formation, puisque c'est pas une évidence, donc il y a des accidents, des baisses de morale, des moments où il somatise, où ça va plus. Puis des choses qui lui semblent des épreuves et puis qui en fait lui révèlent des parties de soi qu'il ignore. Il joue un rôle de castrat, enfin un rôle de travesti, autrefois chanté par des castrats, et puis il doit mettre un corset qui le serre trop, puis c'est une épreuve, il n'en veut pas, il a l'impression qu'il ne veut pas réussir à chanter, puis en fait ça lui fait découvrir des aspects de sa voix qu'il ne connaît pas. Donc tout n'est pas rose, c'est parfois, voilà, parfois des abîmes comme ça, ça va pas du tout, et j'avais pas envie d'escamoter ces moments où ça va pas du tout. Je trouve que quelque chose du romanesque se déploie dans ces moments de doute profond, et qui parfois prennent presque des visages humains, qui sont ces admirateurs eux-mêmes, qui sont des figures noires, ou bien des motards. Il y a comme ça des anges noirs qui cernent Gilles, très souvent, dans le roman, et jusqu'au bout. Des drôles de présences dans la salle, des ombres. Oui, il y a vraiment du maléfique et du dépressif qui rôde comme ça. C'est souvent des petites stratégies à la fois visuelles et narratives. En écrivant le livre, c'était vraiment pas prémédité, c'est drôle, parfois des choses apparaissent toutes seules. La figure d'Orphée m'est apparue, je me dis, il a des traits communs avec Orphée, et je les ai laissés surgir. Quand je m'en suis aperçue, je les ai laissés venir, comme affleurer un peu plus. Alors, du coup, en effet, par exemple, il y a des petits éléments qui renvoient à des choses un peu magiques, comme ça, que par la voix, il se passerait... Donc c'est autant la descente un peu aux enfers d'Orphée, mais plutôt Orphée qui par la voix guiderait et dompterait un peu les animaux, parfois inquiétants, les pierres, les fleuves et tout ça. Alors j'ai laissé dans Gilles des éléments un peu étranges qui ont à voir avec, par exemple, l'astrologie. Il y a des drôles d'états du ciel qui modifient les voix, par exemple. Il y a par exemple aussi tout d'un coup, Gilles marche dans le sable, peut-être vous pensez à ça, en parlant de ces choses. Et puis il laisse une trace, et puis c'est comme une trace d'un animal, comme un sabot d'animal, ou bien Gilles crie en se baignant, et puis tout d'un coup un oiseau change de cap, comme ça. Je distille ces éléments parce qu'en fait, si on les relit, ils créent une sorte de récit parallèle qui est un peu magique, qui renvoie à des mythes ou des choses un peu archaïques. Et je force pas le sens parce que j'ai pas envie que ce soit comme une clé, comme on dit, mais comme une résonance secondaire, comme un possible écho dans un domaine qui n'est pas directement celui du fil narratif, mais qui touche à parfois d'autres cultures, d'autres mondes, et qui sont soit d'ordre quasi métaphysique parfois, ou archaïque, mythologique. Alors c'est comme des signes à décrypter ou pas. Parfois c'est comme un élément poétique, on peut le prendre en tant que tel, et puis en réalité on peut aussi relier ces éléments et voir une sorte une lecture qui serait plus magique. Oui, je voulais parler de la transmission en art ici, mais enfin plus globalement, ces drôles de rapports qui ne sont pas des rapports de filiation, qui sont encore autre chose, avec un professeur, comment on change de professeur. Je sais que c'est souvent des grands moments dans la vie des chanteurs. On quitte l'enseignement de quelqu'un pour... voilà, c'est des grands arrachements et en même temps des étapes, des moments d'exploration de nouveaux domaines, de nouvelles parties de soi-même ou d'un nouveau répertoire. Et oui, c'est des relations parfois dures, exigeantes, un peu possessives. Il y a de l'amour, il y a en même temps de l'amitié éternelle, de la reconnaissance, c'est très complexe. J'avais envie de parler de ça parce que ça a plusieurs faces comme ça.
Et c'est souvent un peu, pour qui n'a pas pratiqué de la musique ou quoi, n'a pas eu de rencontre avec un professeur, c'est des choses qu'on, je trouve, assez peu abordées, et je trouve ça très, très fascinant. À devenir soi-même, c'est pas un psy non plus, mais c'est très particulier. Et puis c'est très physique, c'est comment quelqu'un vous fait travailler comme... Alors là, pour le coup, ça a à voir plutôt presque avec des sports de haut niveau, quoi. Et je vais parler de ça précisément. Les mots qui sont échangés, les mots qui agissent sur le corps de l'autre, sans que ça le déstabilise, comment on fait arriver à une note mieux, plus simplement. Peut-être ça a des liens parfois avec ce que je cherche quand j'écris, enfin, c'est tout un travail pour ensuite essayer de le faire disparaître, parce qu'il ne faut pas qu'on sente, il faut que le travail, enfin, il faut que ça sonne le plus simple, enfin, qu'on ne voit pas d'effort, c'est des choses qui m'importent beaucoup, et puis c'est des choses que j'ai perçues dans le travail de la musique, et qui je pense, me touchent et m'intéressent. La recherche d'une clarté, d'un délié, d'une aisance physique, le trajet le plus évident vers un son, vers l'articulation d'un mot. Et il y a de l'analogie entre la pratique de la musique, du chant, puisqu'il s'agit de prononcer. Une des choses qui m'avait beaucoup émue en fréquentant des chanteurs, c'est qu'ils utilisent le mot texte. Ils disent qu'il faut être au service du texte. Et moi, je pensais qu'ils étaient au service de la partition, de la musique. Mais non, ils pensent que... Et c'est très beau que tout est dirigé vers l'audibilité de ce qu'ils doivent dire et chanter, des paroles, de ce qui est dit. Et je me dis, c'est incroyable, c'est des choses qui me parlaient directement. Parce que moi aussi, c'est ça qui m'anime. Rendre audible qui plus de clarté dans le fait de prononcer les mots, le texte. Et surtout qu'on ne voit pas tout le travail qui précède. C'est une espèce de délicatesse absolue du musicien. C'est surtout pas qu'on voit des efforts. Enfin, c'est pas... On voit le corps qui projette un son, mais on ne soupçonne pas les 6 mois de travail pour tel rôle. C'est très beau, c'est l'élégance absolue de l'art.